Mathieu va l'expliquer tantôt, là, mais il va y avoir une période Ouais. donc de questions à 10h30. D'ici là, s'il vous plaît, donc, ceux qui ont un micro actif, ils pourraient le désactiver. Ça sera plus agréable pour tout le monde. Merci. Cassie, bonjour. Je vois quelques noms qui Allô? apparaissent. Bonjour, Allô, bonjour. Cassie, Oh. ça va? Bien, merci. Et toi? Ça va, merci, merci. Donc, on est à 10h01. Je pense que Bonjour le chat. Euh, juste pour respecter le temps de tout le monde, peut-être on pourrait commencer. Ceux qui nous rejoigneront vont suivre. De toute façon, en fait, je ferai juste une micro-introduction et puis je laisserai la parole à Mathieu qui va animer cette rencontre. Donc, bonjour tout le monde, je m'appelle Mehdi Benboubakar, je suis le directeur général du Printemps numérique. Donc, comme vous connaissez, c'est un organisme à but non lucratif dont la mission première est de démocratiser les enjeux liés à la transformation numérique. Et puis, pour cette rencontre de la table intersectorielle, dans un contexte que nous connaissons, on en a, je pense, comme beaucoup d'entre vous, on a un petit peu, on est un peu tanné des rencontres virtuelles, mais encore pour quelques temps, je pense qu'on est pris avec. Malgré qu'on est des gens qui aiment beaucoup, beaucoup la technologie, mais on aime aussi peut-être plus le contact humain. Fait que on a hâte aussi à rencontrer les gens physiquement là, puis à intervenir physiquement sur le terrain. Pour cette rencontre de la table, elle est vraiment alignée sur le développement de la recherche dont on avait justement parlé lors de la dernière rencontre. On avait fait une petite présentation, une pré-présentation. Là, donc je vais laisser, comme je disais tantôt, à Mathieu le loisir d'animer donc une petite discussion autour de ces enjeux. Pour rappel, la recherche, c'est culture et inégalité numérique, usage numérique des jeunes au Québec. Pour ce faire, dans le fond, on a profité du déploiement des cafés numériques un peu partout au Québec pour relever de la donnée. On était à la rencontre de près de 1800, un peu plus de 1800 jeunes à travers le Québec. On a le plaisir aussi aujourd'hui d'avoir avec nous donc Christian qui nous vient donc d'Abitibi et puis qui nous avait reçus justement lors d'un déploiement dans son école. Sans plus tarder, je laisse la parole à Mathieu, qui est journaliste, chroniqueur plus spécialisé dans l'intelligence artificielle, qui va animer cette rencontre-là. Voilà, à toi Mathieu. Merci Mehdi. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue à cette rencontre pour la sortie de la recherche culture et inégalité numérique, usage numérique des jeunes au Québec. Alors c'est une rencontre qui va se dérouler en 2 temps. Tout d'abord, nous allons commencer par une discussion autour des résultats de l'étude donc sur Zoom pendant 30 minutes, suivie d'une période de 15 minutes de questions à laquelle vous allez pouvoir donc participer et émettre vos questions à la fin. Suivra une période ouverte au public, donc sur Facebook, où j'aurai le plaisir d'animer une table ronde avec Amina Yagoubi, la sociologue, qui a mené cette étude, accompagnée de Marie-Pierre Carbonneau et Christian Landry, pendant 45 minutes. Et il y aura également une période de 15 minutes qui sera ouverte au public. C'est donc la fracture numérique chez les jeunes qui nous réunit aujourd'hui. Le printemps numérique vient de dévoiler la recherche sociologique réalisée par la sociologue Amina Yagoubi, dans le cadre du projet Jeunesse Québec 2030. C'est un projet qui est soutenu par le secrétariat de la jeunesse du Québec, culture et inégalité numérique, usage numérique des jeunes du Québec. La recherche est réalisée en collaboration avec la chaire de recherche du Canada sur l'équité numérique en éducation à l'UQAM et soutenue par le MITAX. Et bien entendu, vous pourrez retrouver l'intégralité de l'étude sur le site du Printemps numérique. Alors tout d'abord, Amina, bonjour. On ne t'entend pas, Amina. Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
Amina, est-ce que tu pourrais te présenter, nous parler un petit peu de toi? Alors rapidement, ben, pour ceux qui me connaissent, hein, la table de concertation existe depuis un certain temps. Elle a fait partie justement du projet jeunesse. En fait, elle est née avec le projet jeunesse Québec du printemps numérique. Ben, je remercie tout le monde déjà d'être présent et d'avoir suivi en tout cas les différentes rencontres. Je pense qu'on en est à notre cinquième. Mehdi me contredira certainement. Oui, moi je suis sociologue en fait et puis chercheur aussi et je travaille donc beaucoup sur le numérique depuis 2015, aussi bien au niveau de l'industrie, de l'économie que du social et de l'éducation. Depuis donc pour cette recherche, on va dire collaborative, participative, réalisée avec le Printemps numérique et la chaire de recherche sur l'équité numérique en éducation. Donc, on a fait cette étude dans le cadre justement du projet Jeunesse Québec, de la stratégie jeunesse 2016-2021, qui est de développer des actions et en tout cas peut-être des réflexions avec le Printemps numérique sur l'éducation des 14, on va dire 14-29 ans. Très bien. Alors Amina, moi j'ai une première question pour vous. Ça m'a semblé contradictoire. Pourquoi la fracture numérique chez les jeunes, puisqu'ils sont censés être nés avec le numérique? Ils ne sont pas censés maîtriser ce domaine-là? Ben, c'est ça, tout part de l'idée qu'il existe un digital natif. Je trouve que c'est très marketing, ce type d'approche. Vous savez, on simplifie, on dit, bon, ben, la société est divisée en deux, on a du digital natif, ils sont tous nés dans le numérique, ils sont tous bons numérique. Donc, le côté, finalement, moi, en tant que sociologue, c'est ça, c'est un peu démonter, déconstruire les idées reçues, on va dire. Donc, digital native, c'est Prensky, c'est un auteur qui a parlé d'abord de digital native et plusieurs chercheurs dont Simon Collin, avec qui j'ai travaillé, je pense, revient sur cette idée de digital natif, et qu'effectivement, l'apprentissage numérique n'est pas le même pour tout le monde. Ainsi, les jeunes nés entre soi-disant ou après, je crois, 80 n'ont pas tous les mêmes compétences numériques. Ils n'aiment même pas la même littératie numérique. Je pense qu'il y a des gens de l'éducation ou d'organismes de médiation numérique ici présents qui se rendent compte qu'effectivement, il y a beaucoup de jeunes qui ont beaucoup de choses encore à apprendre, hein. Et puis certainement, des fois, ils apprennent même de personnes plus âgées qu'eux, en fait, d'aînés. Et puis des fois, il y a des apprentissages intergénérationnels. Donc plusieurs chercheurs critiquent la théorie des digital natives parce qu'il existe des inégalités comme numériques et sociales dans la même société et au sein d'une même génération. Donc les jeunes, même s'ils ont des cultures numériques, c'est pour ça que je parle de culture et usage, parce que culture numérique commune, ça veut dire on va tous sur Instagram, ou on va tous sur TikTok, ou on va tous, en tout cas, utiliser les médias sociaux. Mais ça ne veut pas dire que j'ai des compétences numériques égales. Ça ne veut pas dire que je sais traiter, faire un traitement de texte sur Word, créer un PDF, aller chercher de l'information, en tout cas distinguer entre la bonne et mauvaise information, malgré qu'il y ait une démocratisation des appareils numériques. La connaissance même du numérique et de tout ce que ça comporte reste quand même très inégale. Et il y a beaucoup de jeunes qui souffrent d'une compréhension critique de ce que c'est, ne serait-ce que l'information numérique, la culture informationnelle est très problématique chez les jeunes. On l'a vu avec les fake news et avec en fait, les fausses nouvelles, etc. Donc j'en parle dans mon rapport, j'ai toute une partie sur l'histoire. J'ai fait l'entrée par la digital native, mais la fracture numérique, c'est sa fracture sociale, fracture numérique. Bourdieu parle de la fracture sociale, maintenant c'est la fracture numérique, la différence entre info riche et info pauvre. Et puis, il y en a qui parlent même d'électronisme numérique. Donc, ce sont toutes ces nouvelles vulnérabilités qu'on voit apparaître et qui renforcent en fait les inégalités sociales en partie. Merci Amina. Et pourtant, moi j'ai l'impression que les choses bougent, mais qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur la gestion politique de la transformation numérique au Québec, au Canada? Est-ce que vous avez des recommandations en la matière? Alors, je vais partager mon écran pour dire qu'est-ce qui se passe en fait, surtout au Ouais. Québec. On va parler du Québec. Pour certains, ils l'ont déjà vu, mais en tout cas, c'est aussi dans mon rapport. Mais j'avais fait une présentation sur la gouvernance numérique du Québec. Ben voilà, donc en termes de gouvernance numérique, déjà pour rapidement, là, pour
contribuer à l'écart de genre dans la technologie. Il y a le projet Saga Québec, j'en parle dans mon rapport, transmettre donc aux filles et aux femmes soit des formations, soit les accompagner, les attirer dans les formations technologiques et professionnelles. Le TS bouge beaucoup à ce niveau-là d'ailleurs. Encourager l'égalité donc femmes et hommes dans l'évolution professionnelle des scientifiques, ça c'est l'OCDE, hein, c'est tous les pays donc, de l'OCDE qui en tout cas, on va reparler aussi de cette inégalité. Oui. Aider à la réussite des jeunes Canadiens, donc c'est aussi en fait accompagner les jeunes vulnérables, aussi bien autochtones et autres, et aussi accompagner les jeunes à développer leur littératie numérique et leurs compétences numériques. Donc par exemple, Passeport pour ma réussite au Canada, c'est un peu loin, mais bon, c'est quand même 38 millions de dollars. Et puis en fait, la gouvernance numérique au Canada, au Québec, ça a été comme parti en 2014 avec le plan culturel numérique. Ensuite, bon, c'est rentré sous la stratégie gouvernementale en TI, comme vous voyez. Puis ensuite, la stratégie numérique du Québec. À partir de là, on a développé plusieurs plans d'action numérique suivant en tout cas les secteurs. Le secteur économique, le secteur éducation qui est apparu avec avec un plan numérique en éducation en 2018 jusqu'en 2023 et qui est d'actualité aujourd'hui. Peut-être que Christian, qui sera présent à la table ronde, pourra nous en parler. Et le plan québécois des infrastructures, donc ça, 2018-2028, avec de gros budgets pour développer en région, n'est-ce pas, l'accès à Internet et au débit. Super, merci Amina. Vous parlez de vulnérabilité numérique. On en a commencé à en parler un petit peu, mais quels sont les risques liés à l'utilisation des réseaux sociaux? Alors, la vulnérabilité numérique, ce que je peux dire, c'est que, en fait, c'est que tous les jeunes n'utilisent pas les réseaux sociaux d'une même façon. On va dire que les filles sont beaucoup plus actives sur les réseaux sociaux que les garçons déjà. Ok. Parce que elles aiment tout ce qui est la communication, le social, partager des images, etc. Ça, je pense que le mouvement montréalais, les filles et le code l'ont observé dans leurs différents ateliers et en tout cas leurs différentes rencontres. Et les nouvelles vulnérabilités, c'est justement de se dire que on risque, par exemple, tout ce qui est cyber-intimidation, cyberharcèlement, la protection des données personnelles. Donc, tout ça, c'est comme, par exemple, l'OCDE de 2019 recommande de lutter contre le cyberharcèlement qui touche un jeune de 15 ans sur 10. Ça, c'est une publication de l'OCDE en 2019. Donc, c'est ça, avec le numérique, on s'est rendu compte que de nouveaux risques et vulnérabilités numériques apparaissent et qu'il faut faire vraiment une éducation, ne serait-ce que la protection, par exemple, régler des paramètres de confidentialité sur les réseaux sociaux, soigner son image. Donc, faire attention aussi à sa réputation, ne pas voilà, c'est tout ce qui est aussi cyber-intimidation. Beaucoup de jeunes se sont plaints de cyber-intimidation aussi, des insultes. Beaucoup de filles disent oui, ne pas avoir été respectées sur les réseaux sociaux. Donc, il y a quand même un travail à faire de fond là-dessus. Oui, j'ai remarqué que dans votre étude, en général, les jeunes relatent des expériences pas forcément positives sur les réseaux sociaux, en fait. Oui, tout à fait, Mathieu. Alors, j'ai rencontré à peu près donc 400 jeunes et 50, en tout cas, on a fait un sondage auprès de 411 jeunes et Ouais. 50 jeunes en entrevue qualitative. Donc, effectivement, beaucoup de jeunes disent avoir été, comme je vous ai dit, donc manque de respect, avoir été harcelés, avoir été, en tout cas, pour les filles, ça a été plus ce manque de respect et aussi intimidation. Et donc, beaucoup de jeunes demandent, en fait, soit se mettre, par exemple, les garçons savent se mettre, créer des comptes, mais en étant justement anonymes, Anonyme, oui, tout à fait. beaucoup plus les garçons que les filles. Et d'autres rapportent effectivement ne pas craindre, en tout cas, ne serait-ce que par exemple, moi je me rappelle une personne qui disait qu'elle voulait pas se prononcer sur les murs parce qu'elle avait peur des retombées, qu'on se moque d'elle, par exemple. Les jeunes filles, alors 12-13 ans au collège et tout, étaient très au fait de leur... c'est aussi une construction identitaire hein, dans les réseaux sociaux. Tout à Donc, fait.
elles étaient très au fait du fait que ben, si elles se prononçaient, elles savaient qu'elles allaient être jugées, donc il fallait qu'elles… Des fois, elles restaient en retrait et j'avais remarqué que certaines personnes beaucoup plus vulnérables ne voulaient pas justement paraître sur les réseaux sociaux ou bien partager des informations ou donner leur avis. Donc c'est même problématique qu'on peut retrouver, on va dire, entre guillemets, dans la vie réelle, qui se reproduisent aussi dans la vie virtuelle. Mm, mm, mm. Mais il y a une conscientisation chez les jeunes, en fait, de l'image. C'est ça qui… Surtout les jeunes Ouais. adolescents, tout à fait. Il y a l'image et il y a la construction identitaire. On sait que c'est un âge assez critique, hein. Les gens qui ont travaillé sur la jeunesse et sur les jeunes le savent aussi. Donc, il y a toute cette complexité entre, oui, on fonce dans le numérique, dans le monde numérique, dans le monde virtuel, mais en même temps, avec nos limites et avec nos fragilités déjà intrinsèques justement d'adolescents, de statut d'adolescent. On sait bien que c'est des périodes, pour ceux qui ont des adolescents actuellement avec la Covid-19 à la maison, ils doivent savoir que c'est une période assez complexe, surtout pour faire respecter tout ce qui est distanciation sociale ou autre chose, ou d'autres recommandations, n'est-ce pas, de gestes barrières. Barrières, c'est ça, de gestes barrières, c'est ça. Alors, dans votre étude, vous parlez d'un clivage numérique filles-garçons. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu ce qui la caractérise, ce qui caractérise, pardon, ce clivage? Alors, je vais partager l'écran. On dit que… vous voyez là? Normalement, tout le monde le voit. Oui, on voit bien. Okay. Merci. Donc, on dit qu'une image vaut 1000 mots ou 100 mots, je ne sais pas. En tout cas, donc, ce clivage garçon-fille, je pourrais dire que j'en avais déjà parlé dans une des tables de concertation, mais on va dire qu'en gros, puisqu'on parle de culture, la culture des garçons de manière vulgarisée, de manière générale, la culture des garçons, c'est la culture des jeux vidéo et de la console, et la culture des filles, c'est la culture du sel, comme elles disent, hein. C'est elles qui disent, elles parlent de sel, du cellulaire, donc elles aiment utiliser leur cellulaire, elles aiment partager des images. Pour un smartphone personnel, elles sont 83% à peu près contre 71% d'hommes. Pour un ordinateur, elles aiment bien aussi les ordinateurs portables, beaucoup plus que les ordinateurs de bureau. Elles sont 50% de filles qui utilisent des ordinateurs portables contre 52% d'hommes. Tandis que la console des jeux vidéo, c'est 62% d'hommes contre 27% de femmes ou de filles. Un ordinateur de bureau, ils sont plus nombreux les garçons, donc à 35% à peu près contre 14% de filles, parce qu'ils utilisent des consoles, n'est-ce pas, pour les ordinateurs de bureau. Et puis pour d'autres technologies, les garçons aiment bien découvrir les machines, tout ce qui est mécanique, la technologie, etc. Donc on enregistre quand même une inégalité dans l'usage des équipements numériques. Et je pense que la fracture numérique, c'est comme… il faut être très attentif aux équipements numériques, à la façon de les utiliser et aux usages, à la diversité des usages. En fait, plus on diversifie les usages, plus on diversifie le matériel, plus je pense on augmente notre littératie numérique. Ce que ne font pas forcément les filles, parce que les filles, ce qui les intéresse, de mon étude, ce qui ressort, c'est que ce qu'elles aiment, c'est qu'à communiquer, 81% contre 72%, renforcer un réseau amical, 31% contre 23% d'hommes, en tout cas, développer le contenu, 43%, texte, image, vidéo. Les réseaux sociaux numériques, elles sont à 77% présentes versus 68% de garçons. Elles sont très présentes sur Snapchat, Instagram, Facebook, etc. Donc, c'est cette idée que les filles préfèrent en tout cas les réseaux sociaux numériques que les jeux vidéo et les garçons sont plus… Alors, ce qui est ressorti, c'est que par rapport à une inégalité sociale, inégalité numérique, en fait, les filles qui font partie de familles où les parents ont des compétences ou un niveau universitaire ou en tout cas des compétences, même cégep technique, alors elles développent plus leur littératie numérique et elles ont plus de compétences, même si ça ne les intéresse pas beaucoup, hein. Mais elles ont quand même des habilités. Alors que les garçons, eux, même s'ils viennent de milieux différents, de milieux socio-économiques, on va dire,
inégaux ou plus vulnérables. Alors eux, ils vont quand même développer parce que c'est le social qui compte pour les garçons, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des copains avec qui ils vont jouer les jeux vidéo, etc. Donc ils vont quand même être plus aptes au niveau de leur littératie, du développement de leurs compétences numériques techniques. C'est ça. C'est ça qu'il faut Mais retenir. parce que dans votre étude, en fait, vous faites le lien avec le niveau de diplôme des parents et le parcours d'études des parents, les parents qui ont fait des études en TI ou qui ont baigné dans l'univers informatique vont être plus à même d'accompagner leurs enfants dans le développement de compétences numériques. Mais est-ce que vous ne faites pas d'autres liens? Est-ce que la question du niveau de vie par rapport aux revenus aussi n'est pas une problématique pour l'accès au numérique? Tout à fait, Mathieu. L'histoire du niveau de vie, en fait, il y a d'autres choses, d'autres paramètres qui apparaissent aussi, hein. C'est Ouais, pas, bien sûr, le niveau scolaire est important et pas simplement le niveau scolaire, mais la discipline dans laquelle les parents ont étudié ou en tout cas dans c'est lesquelles ça. ils exercent. Donc, tout ce qui est parents qui exercent en technologie ou qui ont en tout cas une formation en technologie vont pouvoir accompagner leurs enfants. Ceux qui n'ont pas de formation en technologie ben, vont avoir plus de mal à accompagner leurs enfants. Après, il y avait des histoires aussi entre régions. On a voyé des Mhm. disparités en région, mais ça, je n'ai pas pu vraiment le préciser. Mais je pense qu'en région, il y avait aussi un problème sur la question de l'accompagnement hors scolarité, par exemple des organismes de médiation numérique qui pourraient accompagner les jeunes à développer leur littératie numérique. Donc là aussi, il y a comme des inégalités. Après, il y a aussi d'autres chiffres. Est-ce que les jeunes vivent avec leurs enfants? Par exemple, si parce que ça va quand même de 15 ans à 29 ans, c'est beaucoup, hein. Donc, si c'est des jeunes qui ont des enfants aussi, ça peut limiter parce qu'ils ont moins de temps à consacrer à leur formation, au développement des compétences numériques. Si c'est des jeunes qui vivent dans leur famille ou qui vivent à l'extérieur de famille. Donc, tout ça, bien sûr, je le relate dans différentes donc, infographies. Là, vous voyez le clivage numérique hommes-femmes, mais il y a des clivages numériques selon la formation des parents, selon le fait que vous vivez chez vous, ou que vous vivez en famille avec des enfants, ou bien que vous vivez seul. Donc, il y a aussi des fois Ouais. seul ou avec des amis. Donc, tout ça, c'est comme des chiffres qui sont quand même concentrés. J'en ferai pas état aujourd'hui parce que c'est quand même assez fastidieux de donner une liste de chiffres, hein, Mm. mais ils sont présents dans les annexes avec les résultats statistiques. Tout à fait. Alors, vous avez parlé d'initiatives, en fait, soit qui viennent de l'école, soit des organisations autour de l'école, quand on ne trouve pas le développement des compétences à la maison. Est-ce que vous avez des recommandations à faire sur ce point-là? Pour les initiatives, elles sont vastes. Il y en a plusieurs. Ça dépend si on situe macro, méso, micro. Mais en tout cas, d'un point de vue, par exemple, de l'OCDE, on appelle de plus en plus à réduire les efforts, à réduire les fractures numériques et à développer donc des efforts pour élargir l'accès aux formations pour tous et pour toutes. Ouais. Donc, en favorisant l'équité numérique, comme dirait Simon Collin, puisqu'il a sa chaire, il a rebaptisé sa chaire en disant la chaire sur l'équité numérique en éducation. Donc, on peut parler aussi d'inclusion numérique. Augmenter la présence des femmes dans les STEAM, donc dans les études en technologie, en introduisant, pour ma part, l'aspect créativité ou artistique, parce que c'est on se rend compte que Oui. c'est ce qui attire les femmes. Apprendre aussi éduquer les jeunes à la à la citoyenneté numérique, donc gestion de la protection de la vie privée, etc. L'impact des réseaux sociaux sur la santé mentale et la démocratie. Ça, c'est des recommandations de l'OCDE 2019, sommet OCDE, transformation numérique. La lutte contre le cyberharcèlement, par exemple, qui touche, donc, comme on a dit, un jeune de 15 ans sur 10. Et puis, le défi de la formation, miser sur la formation tout au long de la vie. Ça, c'est l'UNESCO, les recommandations de la Commission européenne pour renforcer la littératie numérique et le développement des compétences numériques ces compétences numériques prennent en compte aussi les compétences du XXIe siècle, c'est-à-dire des compétences en même temps transversales et en même temps technologiques. Merci beaucoup, Amina, pour votre esprit de synthèse et nous avoir résumé votre étude très rapidement. Je pense qu'on va arriver à la période de questions. Pour s'organiser tous ensemble, je vais vous inviter à clavarder
via le chat ou le mentionner par une main, si tout le monde sait comment ça fonctionne, pour prendre la parole, et je vous donnerai la parole pour pouvoir discuter avec Amina. Est-ce que quelqu'un aurait une question? Est-ce que Mehdi, tu aurais une question, par exemple? En attendant les questions, je peut-être mentionner, Amina, qu'on travaille actuellement sur une deuxième phase donc de la recherche. Peut-être ça pourrait être intéressant aussi si tu peux nous donner quelques éléments pour que qu'on sache où est-ce qu'on s'en va avec cette deuxième phase. Super. Tout à fait, Mehdi, c'est bien de le dire. Moi, je pensais que c'était secret, mais bon, on va le dire quand même. On doit tout dire à la table, donc on le dit. C'est ça, donc à partir de l'étude statistique, ce qui est ressorti très fortement, donc c'est le clivage numérique genré, puis on se rend compte que tous les organismes internationaux en parlent. Donc on a opté, l'orientation, ça a été de creuser un peu cet aspect du clivage numérique genré. Et donc la deuxième étude exploratoire, je dirais, cette fois, puisque j'ai interviewé plusieurs femmes en numérique au Québec pour essayer de comprendre comment elles se distinguent, qu'est-ce qui font que leurs compétences numériques sont différentes des autres, leur parcours, etc. J'ai opté pour des portraits de femmes, ce qui m'intéressait. Ouais. Et donc, et aussi de parler un peu de l'écosystème de la médiation numérique. Donc, c'est un peu en deux parties. Est-ce que ça va être un livre? Je ne connais pas la forme encore, ce sera la surprise. Très bien. Que Marie-Pierre, tu es informée. Marie-Pierre Carbonneau. Elle a déjà répondu elle a déjà été interviewée. Donc, nous allons débuter la période de questions et je vais prendre les questions dans l'ordre. J'ai Marjolaine Bélan qui voulait prendre la parole. Oui, bonjour. Bonjour Marjolaine. Bonjour Mathieu. Bravo encore, c'est une très belle étude, c'est vraiment une très bonne présentation. Bravo Amina. Je voudrais savoir, parce que là c'est un résumé, puis j'ai pas eu le temps de passer au travers toute la recherche, mais est-ce que tu as regardé est-ce que tu as fait un filtre par rapport au type de médias qui sont consultés, ou bien tu as laissé tomber cet aspect-là pour te concentrer sur là, tu avais des types, mais dans le fond, ce que je veux savoir, est-ce que tu es capable d'aller dans ta recherche à dire, bon, ben là, c'est vraiment une consultation en ligne mainstream avec des Instagram, Facebook, versus des médias sociaux qui sont un peu moins connus, ou je pense ici à la musique. Est-ce que les gens ont commencé à parler de musique? Est-ce que c'est bootcamp, etc. Parce que j'aurais besoin de avoir cette information-là, parce qu'il me semble qu'il y a comme un flot culturel extérieur qui arrive. Et puis, c'est inquiétant pour la culture. Des fois, on mélange le terme culture puis divertissement, médias sociaux. Je ne sais pas trop où le positionner, parce que tu parlais de création pour les jeunes filles, mais est-ce que c'est juste l'image de soi qui est réinjectée, ou il y a vraiment un désir de partager leur propre production, etc. Ma question est très longue, mais c'est un peu dans ce j'aimerais avoir un peu plus de précision, si tu peux en apporter. Peut-être aussi que tu n'es pas allé fouiller ces sujets-là. Merci. Merci Marjolaine. Merci Marjolaine. Alors, je vais faire juste un petit partage d'écran là. Ça va être une réponse, je ne sais pas si ça marche là, mais bon. Vous m'entendez? On t'entend. Parce que j'ai eu un bug. Merci Marjolaine. Là, ce que je peux dire, c'est que les réseaux sociaux numériques, ben nous on a plus. Moi j'ai vu qu'il y a Reddit qui n'était pas mainstream, qui apparaissait. Mais il n'y avait pas. Non, c'est en général en fait. Là ça bug, est-ce que vous m'entendez? Oui. Okay. Donc c'est ça, donc il n'y avait pas de. Vraiment, j'ai pas fait des distinguos style
qu'est-ce qui est mainstream, qu'est-ce qui n'est pas mainstream. Ce qui, je sais que c'est quand même très utilisé par les filles surtout, de différentes façons. Dans mon rapport, je le dis par rapport aux filles et aux garçons. La socialisation, donc c'est un peu comme l'espace privé, l'espace public est très importante. Elle est faite donc, même dans ma typologie, je sors une typologie, donc des pratiques numériques chez les filles et chez les garçons. L'aspect communication ressort beaucoup chez les filles et puis c'est décliné de différentes façons. Oui, il y a aussi cette idée de reconnaissance des adolescents qui ont besoin justement d'un espace public ou en tout cas d'une représentation de soi dans les réseaux sociaux, des enjeux identitaires. Après, ils n'utilisent pas de la même façon l'aspect privé des réseaux sociaux et l'aspect public. Je parle des garçons et des filles. Et puis, c'est plus en termes de contenu et de perception de comment sont les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de chiffres aussi où on voit qu'ils préfèrent par exemple Snapchat ou Instagram. Pourquoi les Facebook, etc. Donc, c'est plus, tu vas voir, il y a beaucoup de témoignages. Je donne beaucoup la parole aux jeunes. Donc, tu pourras peut-être voir ça dans mon rapport aussi pour compléter, même si ma réponse ne couvre pas tout ce que tu... Je pense que oui, il y aurait moyen d'aller préciser les utilisations, mais ça change tellement aussi en même temps. Donc, voilà. Merci, c'est clair. Merci. Merci Amina. Maintenant, je voudrais donner la parole à Pafem. Excusez-moi si je prononce mal. Allô? Oui. Pafem. Le pseudo, c'est Pafem. P-A-F-E-M-E. Bon. Pafem ne se reconnaît pas, a priori. Oui, désactivé, effectivement, je parlais. Merci beaucoup. Je voudrais quand même dire merci à Madame Docteur Amina pour son étude qui est très détaillée et riche. Effectivement, lorsqu'on travaille sur la fracture numérique en milieu jeune, ces critères, justement, ces variables sont très importantes à mettre en valeur. Mais je voudrais aussi poser une question. À partir du moment où on parle de la fracture numérique en milieu jeune et que les études ont montré, vos chiffres ont montré que plusieurs jeunes sont sur leurs écrans, j'aimerais savoir si vous avez un commentaire à faire sur leur temps d'écran aujourd'hui. Selon plusieurs études en psychologie, ou soit à l'Académie américaine de la pédiatrie, aujourd'hui, les jeunes Américains passent plus de 7 heures de temps par jour sur les écrans. Est-ce que ça, vous avez un commentaire à faire sur ça? Amina? Est-ce que nous avons perdu Amina? Oui. Nous avons perdu Amina. Oui. Ouais. Monsieur Mathieu, si vous avez un commentaire à faire, je crois que vous pouvez intervenir. Ah, écoutez, je crois que c'est le moment. En tout cas, je ne l'ai pas vu dans l'étude d'Amina. Elle ne le mentionne pas. C'est une question que j'ai abordée avec elle aussi lorsque nous avons préparé la rencontre. Alors, à plusieurs titres, parce que, à titre de parent déjà, parce que je m'inquiète aussi de ce phénomène-là. C'est-à-dire que même en tant que parent, on a des difficultés de plus en plus à encadrer en fait l'usage de l'écran avec les enfants. On voit effectivement de plus en plus d'études qui sortent en donnant des propos plus ou moins inquiétants quand même sur cet usage, comment dire, c'est cet usage démesuré en fait de l'écran. Et c'est toute la difficulté, et je pense que tout le travail d'Amina qu'elle met en valeur, c'est que en fait il y a beaucoup d'usages récréatifs de l'écran et peut-être pas assez d'usage productif, c'est-à-dire qu'on apprend à s'amuser et à prendre du plaisir, du récréatif avec le numérique en général. Et la crise de la Covid nous l'a démontré, c'est que quand il s'agit de produire avec du numérique, c'est un peu plus compliqué en termes de compétences. Mais je n'ai malheureusement pas de réponse scientifique à vous apporter. J'espère qu'Amina va nous rejoindre pour compléter. Oui, moi je me suis reconnectée, vous m'entendez? Ah, Amina, est-ce que tu as entendu la question? Ça a juste bugué, je ne sais pas pourquoi.
Eh bien, écoute, C'est une question de fracture numérique. c'est ça. Non, de mauvaise connexion, Chez, je crois que c'est loin de… chez les moins jeunes, ça touche tout le Alors, monde. pour répondre à monsieur, c'est comme on assiste à la transformation, donc il y a une étude de l'OCDE qui dit qu'on assiste à la transformation du temps libre en temps d'écran. When free time becomes screen time, c'est ça. Donc, la question du temps de connexion chez les jeunes, en effet, est problématique et en même temps discutable. Il y en a qui disent oui, ça va poser problème, il y en a qui disent non, ça ne va pas poser problème, que ce soit des experts, des chercheurs ou en termes éducatifs. Mais c'est vrai qu'on observe une hausse générale de la connexion et selon le test PISA, il y a 3 catégories. Les usagers d'Internet extrême, plus de 6 heures par jour à l'extérieur de l'école, les modérés et faibles. Et en 2015, on a enregistré à peu près 16% des jeunes de 15 ans dans les pays donc de l'OCDE qui sont considérés comme étant des internautes extrêmes. Mais on constate aussi que ces mêmes usagers ont moins de satisfaction finalement, parallèlement, à l'égard de leur propre vie personnelle et sont parfois plus susceptibles d'être victimes d'intimidation à l'école. Donc ça, je le dis dans mon rapport, ils ont de moins bons résultats à l'école et ils sont susceptibles d'arriver en retard à l'école. Bon, ça c'est au CDE 2018. Hein. Alors, voyez l'histoire de passer beaucoup de temps. Est-ce qu'on passe du temps de connexion de qualité ou de loisir? C'est ça? C'est toute la question des usages et de la classification de ces usages. C'est pour ça que culture numérique, compétences et littératie numérique, c'est un peu différent. Tout à fait. Merci Amina. Alors je vais essayer de donner la parole au plus de monde possible. Le temps va être juste. Mais j'avais après, excusez-moi, Marilyn qui voulait prendre la parole, qui voulait poser une question. Oui, bonjour tout le monde. Vous m'entendez bien? On vous entend bien, Marilyn, oui. D'accord. Alors, Amina, je vous explique en gros, le mandat de l'école branchée. Nous, on est un fil de nouvelles sur la technopédagogie pour les enseignants et les intervenants de l'éducation. Donc, j'aimerais que vous me résumiez un peu l'aspect école ou enseignant là, dans votre étude, comment vous percevez ça, le rôle là, de l'école et des enseignants dans tout cet enjeu-là. Ben, disons que les enseignants, pour répondre à votre question, merci pour la question, justement, c'est le gros problème qui est apparu. En fait, beaucoup de jeunes m'ont dit qu'ils apprenaient tout seuls, qu'ils étaient autodidactes. J'étais un peu étonnée qu'ils n'avaient pas beaucoup de cours à l'école. En tout cas, en région, ça s'est ressorti très fortement. Hein. Ils ont eu un cours en informatique vague, oublié, n'est-ce pas? Et qu'ils déploraient le fait qu'ils n'aient pas de cours, disons, je ne sais pas si on appelle ça des ateliers d'informatique ou pas, mais des cours en numérique. Déjà, ils ne comprennent pas le mot numérique en général, les jeunes. Hein. Il faut dire technologique, etc. Ça, c'est autre chose. C'est un terme au niveau étymologique. La numérique, ça ne leur dit rien. Donc, technologie et tout ça. Ils préféraient, même s'ils ont, par exemple, des cours création de vidéos, mais de manière plus récréative, plus amusante, on va dire. L'aspect du design, on en parlait, donc l'aspect design, créativité, qu'ils intégreraient par exemple dans toutes les disciplines, quelles que soient les disciplines, que ce soit dans des classes internationales ou dans des classes de programmes vidéo. Bon, ça, eux, ils ont des cours, mais en tout cas, ils déplorent le fait de ne pas avoir assez de cours à l'école. Ça, c'est clairement, c'est dit, c'est redit. Même quand je leur demandais, il y en a même qui se rappelaient même plus avoir eu un cours. Sauf pour certains concours qui avaient été mis en place, je pense l'école branchée ou je ne sais pas plus, mais Christian pourra nous en parler peut-être qu'il nous en parlera en tout cas des programmes qu'il y a eu justement en numérique dans les écoles au Québec. Donc, il y a toute cette question de dissonance numérique aussi dont je parle aussi. C'est que le transfert de connaissances entre l'extérieur, la vie sociale, les pratiques, la culture numérique des jeunes et l'école a du mal à se faire. On n'arrive pas à joindre les deux en se disant, bah, tiens, on va profiter de leur
connaissances ou leurs pratiques numériques pour l'intégrer à l'école et leur apprendre à partir de là et développer de nouvelles pédagogies afin qu'ils puissent justement s'intéresser et développer davantage leur littératie numérique, c'est ça. Merci beaucoup, Amina. Anna-Léna voulait prendre la parole. Si elle m'entend. Anna-Léna. En attendant la connexion d'Anna-Léna, du son d'Anna-Léna, on vous entend pas, Anna-Léna, mais la référence par rapport à Christian que Amina a faite, c'est que à 11h, on sera live sur la page Facebook du Printemps numérique, donc on sera en direct. Il va y avoir une conversation avec Christian qui est dans une école en Abitibi. Et donc, il va pouvoir nous partager certaines expériences, justement, quand on parlait de régions. Anna-Léna, je pense que c'est toujours pas... Anna-Léna n'a pas de connexion. Mathieu... Eh bien, c'est Amokran qui avait une question. Désolé, Anna-Léna. Allô? On t'entend pas. Oui, Amokran, on t'entend? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, tout à fait. Excellent, parfait. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup Amina et Printemps numérique pour cette excellente étude qui est tellement pertinente. Moi, j'ai une question qui va se diviser en quelque sorte sur deux choses qui m'intéressent beaucoup en tant que spécialiste LinkedIn. La première, c'est la question de l'image de marque des jeunes, leur empreinte, ce qu'ils laissent comme trace. Est-ce qu'ils sont vraiment conscients de ça? Et puis, les personnes qui sont autour de l'écosystème des jeunes, est-ce qu'il y a quand même une certaine sensibilisation à la question de l'image de marque? Donc là, la réputation, vous le savez, c'est de la webutation maintenant. Donc, j'aimerais avoir en quelque sorte un point sur ça, Amina. Puis la deuxième, sur la question des compétences. Hier, pendant mon podcast, j'ai reçu quelqu'un qui est spécialiste en intelligence artificielle à la Silicon Valley. Et je pense que Cassie est là quelque part. Oui, Cassie est là. On parlait de la question de connaissance de code. Donc, finalement, être analphabète, c'est ne pas savoir coder comme moi maintenant. Donc, ce serait intéressant de savoir, est-ce que aussi l'écosystème, selon toi, Amina, est prêt pour préparer les jeunes à une meilleure employabilité ou entrepreneuriat ultérieurement? Ça sera tout. Merci. Merci Amokran pour cette question. En effet, très pertinente. Mais bon, c'est vrai que l'histoire de nous, on est sur comme la fracture numérique chez les jeunes vulnérables et essayer de voir les vulnérabilités. Et en fonction, c'est vrai que la question je pense que ça rejoint un peu la formation de la citoyenneté numérique. Qui fait que si aujourd'hui on veut être bien outillé, il faut avoir une bonne citoyenneté numérique. Et je pense que c'est tout un écosystème qui est là pour former ces jeunes, que ce soit en termes de lab, en termes d'organismes. Donc, on ne peut pas compter juste sur l'école. Toi, par exemple, aussi, tu pourrais jouer un rôle, qui sait, avec sur YouTube, par exemple, les jeunes vont beaucoup sur YouTube pour s'auto-former, je disais. Ils sont assez autodidactes quand ils ont besoin d'aller chercher des informations, des tutoriels, etc. Alors, la question de l'empreinte, moi, à quoi ça me renvoie, c'est tout ce qui est la gestion. Ça, c'est une grosse problématique dans toute la question de la cybersécurité. Les empreintes qu'on laisse sur Internet, les données personnelles, la vie privée, etc. Ça, il y aurait de grosses formations à faire justement sur la citoyenneté numérique. Et qu'est-ce que ça veut dire vivre dans une société numérique, l'impact social du numérique. Donc, comme on est quand même face à des technologies et des pratiques disruptives, donc effectivement, il faut s'adapter en fonction au fur et à mesure des demandes. Alors, l'idée de former les jeunes, on a changé quand même, il y a quelque chose qui a complètement modifié le rapport au numérique, et ça, on ne le dit pas, je pense, suffisamment, ou on n'en parle pas suffisamment, c'est l'apparition du cellulaire en dehors de l'ordinateur. Donc, en 10 ans, si vous voulez, il y a des gens qui disent que le numérique, les compétences, la littératie numérique, c'était quoi il y a 10 ans, c'était quoi aujourd'hui? Ou c'est quoi aujourd'hui, ce sera quoi demain? Puisque peut-être que demain, on va évoluer avec des casques tous de réalité virtuelle, et on va être, même pas demain, ça peut être demain, c'est aujourd'hui, quoi, c'est dans 2-3 ans. Donc, comment on s'adapte? Il faut être quand même avoir des façons agiles de faire, d'après moi, et itératives. Ça veut dire que on doit presque anticiper le futur
pour pouvoir se dire, bon, ben là, on choisit et l'école a du mal à ce niveau-là parce que elle ne peut pas changer ses programmes comme tous les ans ou tous les jours, même les enseignants. Et puis, c'est pour ça qu'un écosystème renforcé avec des expertises différentes qui collaborent pour justement former des jeunes au travail de demain, parce qu'on sait que beaucoup de métiers vont apparaître et d'autres vont disparaître, avec l'intelligence artificielle, par exemple, qui est la spécialité de Mathieu, et qu'on parle beaucoup, qui reçoit beaucoup d'invités sur l'intelligence artificielle aussi. Donc, ça demande vraiment effectivement de se pencher sur les compétences numériques d'aujourd'hui et du futur et des formations nécessaires aux jeunes pour qu'ils s'adaptent à cet environnement très changeant. On le voit avec la COVID-19 et aussi qui demande de grandes connaissances et une adaptabilité ainsi que des formations tout au long de la vie comme on le recommande l'UNESCO. Merci beaucoup Amina. Je vais être obligé d'interrompre ta prise de parole parce que nous avons rendez-vous sur Facebook Live. J'invite nos participants qui avaient des questions à les conserver et puis à nous rejoindre sur Facebook Live et puis profiter de ce moment-là pour les reposer dans la deuxième partie de rencontre.